Des vaisseaux fantômes voguant à la dérive. Des bruits étranges. Des lueurs dans la brume. On raconte bien des légendes sur le lac Kivu. Cette vaste et profonde étendue d'eau est située au cœur de l'Afrique, à la frontière du Rwanda et de la République démocratique du Congo. C'est un coin de paradis où les hommes vivent dans l'insouciance. Pourtant, ils savent que là-bas, tapis dans les profondeurs insondables du lac, un mystérieux danger les guette. Et parfois, ils ont peur. Peur de l'invisible. On dit que sous les flots gisent d'immenses quantités de gaz. Du méthane dissous dans l'eau. Ce trésor peut-il être la source de bienfaits pour la région? Ou est-ce une malédiction capable de causer sa perte? Si le pire devait arriver, le gaz recouvrirait une surface de 10 000 km², tuant tous les habitants de la région, c'est-à-dire 2 ou 3 millions de personnes. Une gigantesque explosion gazeuse. Ce scénario catastrophe pourrait devenir réalité. L'un des volcans les plus actifs d'Afrique surplombe le lac, le Nyiragongo. C'est aussi l'un des plus dangereux au monde. Il abrite un immense cratère rempli de lave en fusion. Peu à peu, elle se rapproche du lac Kivu. Le temps presse. Si rien n'est fait, dans une centaine d'années, le lac explosera de lui-même. Le Rwanda est situé au cœur du continent africain. C'est un petit État d'une superficie équivalente à la moitié de la Suisse. Il se partage le lac Kivu avec son voisin, la République démocratique du Congo. La vallée du rift est africain s'étire de la mer Rouge jusqu'aux Zambèzes et traverse le lac Kivu. Le Nyiragongo gronde à quelques kilomètres au nord de cette vaste étendue d'eau. Le lac Kivu se trouve sur un point de fracture de la croûte terrestre. Ici, dans quelques millions d'années, naîtra un nouvel océan. À Kigali, la capitale rwandaise, on ne se soucie guère de ces puissants mouvements géologiques. De temps à autre, la terre tremble, mais personne ne s'en inquiète vraiment. Avec son million d'habitants, la métropole est en plein développement et la demande en énergie est énorme. Depuis des années, le réseau électrique est constamment surchargé et les pannes sont quotidiennes. Le méthane du lac Kivu pourrait résoudre ce problème récurrent. Ce défi, c'est à 9000 km de là, en Allemagne, qu'on va le relever. Réunion de travail à Düsseldorf, dans les bureaux de la société WES. Klaus Titze est l'un des grands spécialistes des lacs à haute teneur en gaz. Il intervient comme consultant scientifique sur le projet de WES. Ce chercheur de renommée mondiale connaît le lac Kivu sur le bout des doigts. Il sait qu'un immense trésor sommeille dans ses profondeurs. Mais il n'ignore pas les dangers liés à son extraction. Il y a des années que j'étudie ce lac et j'ai conçu des modèles mathématiques pour en extraire le gaz sans provoquer d'explosion. Valoriser le méthane pour produire de l'électricité. Rien de compliqué a priori, se disait Harald Fogge, le PDG de WES. Ça me paraissait simple. On récupère le méthane dans le lac, on cherche les entreprises adéquates, on s'assure que le prix du courant est raisonnable, on demande aux actionnaires s'ils ont envie d'investir et l'affaire est réglée. En réalité, les problèmes sont légion. Une technologie complexe, des investissements importants, et tout ça en Afrique. Albert Buttard, le ministre rwandais de l'énergie, est décidé à passer à l'action. D'après les scientifiques, il nous faut agir dès maintenant. Sinon, d'ici 10 à 20 ans,
le méthane se sera concentré à un tel point qu'il est possible qu'il provoque une explosion. Il faut absolument qu'il soit extrait, que la situation soit maîtrisée. Voici Klaus Titze, il y a 35 ans, dans les années 70. À l'époque, le physicien avait étudié le lac Kivu pendant des mois à bord du Kibati, un remorqueur datant de l'époque coloniale. Il n'a pas été facile de percer les secrets du lac. Il a fallu de la patience et du respect. Il a son caractère, dit le chercheur. Ses travaux se sont étalés sur 6 ans et ces données servent encore aujourd'hui de référence. Il avait calculé que le lac contenait 360 km3 de gaz, du dioxyde de carbone et du méthane, soit 360 cubes de 1 km de côté chacun, empilés jusque dans l'espace. Klaus Titze a étudié les gaz des profondeurs grâce à des sondes de sa fabrication. J'ai conçu la première sonde sous-marine au monde afin de mesurer concrètement la densité du lac. C'est ce qui m'a permis d'évaluer le volume de gaz qu'il contenait. J'ai aussi conçu des modèles de calcul afin d'établir comment il fallait dégazer le lac, comment on pouvait extraire le gaz sans provoquer d'explosion. Klaus Titze habite dans le nord de l'Allemagne, à Zelle, près de Hanovre. Dans son antre, ses idées bouillonnent. Ce visionnaire veut valoriser non seulement le méthane, mais tout le gaz contenu dans le lac africain. On peut en effet exploiter le dioxyde de carbone. Les substances nutritives des profondeurs sont elles aussi de grande valeur, puisqu'il est possible d'en faire de l'engrais. Klaus Titze est perfectionniste. Ces données chiffrées des années 70 constituent son trésor. Il les conserve sur bande magnétique. Le perfectionnisme est nécessaire pour aborder le lac Kivu. Il faut être perfectionniste. C'est un système si complexe et si dynamique qu'il faut soi-même être dynamique et irréprochable. J'ai remarqué que certaines sociétés d'ingénierie ne se donnaient pas cette peine. Mais quand on pointe les manquements et qu'on appuie là où ça fait mal, on ne se fait pas d'amis. Au Rwanda, on l'a surnommé Papa Kivu, car personne ne sait mieux que lui comment protéger le lac et extraire son trésor. Il connaît parfaitement sa fragile structure. Chez nous, en hiver, la couche d'eau située en surface refroidit. Sa densité augmente et elle coule vers le fond, ce qui fait que les eaux du lac se mélangent. Ici, c'est impossible, parce que le climat est très chaud. Le lac est stable, et le gaz est isolé sous un couvercle. Le lac n'est pas une étendue d'eau uniforme, il est composé de plusieurs couches. Quand on verse de l'huile dans de l'eau, on a 2 couches distinctes. Ici, dans le lac Kivu, l'eau a des densités et des teneurs en sel différentes, donc des poids différents. Les eaux légères sont en surface et les eaux lourdes au fond. Les gaz s'accumulent dans certaines de ces couches, tandis que d'autres font office de barrière, comme le couvercle d'un faitout. Cette expérience montre ce qui se produit à la jonction des différentes couches. Ces couches ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Elles sont parcourues de courant, il y a des processus d'échange. C'est un système qui évolue en permanence. Mais ces différentes couches sont séparées par des variations de densité, ce qui fait que le gaz ne peut les traverser que très lentement. Il faut environ 1000 ans au gaz pour atteindre la surface. Mais il se reconstitue en permanence dans les profondeurs. C'est donc un gisement idéal, capable de se régénérer. Un phénomène unique en son genre. Mais ce trésor est menacé par le Nyiragongo. Le volcan n'est qu'à 18 km du lac. Il cause du tourment aux habitants qui ont déjà assez souffert de la guerre, de la faim et des épidémies. Alors le gaz, il ne s'en soucie guère.
La ville de Gisenyi se trouve au pied du volcan. Ici, le trésor du lac Kivu est inaccessible. Et l'électricité, un luxe absolu. Le prix de l'électricité est d'environ 22 cents de dollars le kilowattheure. C'est l'un des tarifs les plus élevés au monde. Il faut prendre des mesures pour résoudre ce problème. Sinon, notre économie ne sera jamais compétitive. La valeur du méthane contenu dans le lac Kivu est de 20 milliards d'euros. Il y en a assez pour alimenter le Rwanda et ses voisins en électricité pendant une bonne centaine d'années. Ce qu'il faut, c'est une exploitation écologique et sans danger qui donne un bon rendement. Augusta Umutoni est physicienne. Elle est responsable de la sécurité du lac et de la future exploitation du gaz. Les conseils de Klaus Titze lui sont précieux. Il a rédigé un grand nombre d'expertises. Je souhaite que nous puissions extraire le gaz aussi rapidement que possible. Et je mène ce combat depuis 35 ans. Je me suis acharné à prendre des quantités de mesures, à concevoir des modèles, parce que cette idée m'obsédait. Je veux absolument rendre ce lac inoffensif. Papa Kivu se rend sur place avec Augusta Umutoni. Les montagnes du Rwanda étaient autrefois couvertes par la forêt vierge. Aujourd'hui, les arbres se font rares, bien qu'en principe le déboisement soit interdit. Les tempêtes qui en abattent beaucoup sont les bienvenues. Le bois couvre 95% des besoins énergétiques du Rwanda. Heureusement, la dernière forêt vierge du pays est protégée. Le parc national de Nyungwe possède la plus grande des forêts humides d'altitude en Afrique. Au cœur de cette forêt, un marécage abrite quantité d'espèces végétales rarissimes. Cette variété de gingembre, par exemple, ne pousse que dans les marais du Kimiranzovu. La forêt d'altitude compte aussi plus de 100 espèces d'orchidées, de nombreux petits mammifères, de grands singes, d'innombrables oiseaux et des milliers de fleurs. Les exploitations agricoles atteignent la lisière du parc. Les plantations de thé jouxtent les limites autorisées et s'étendent parfois un peu au-delà. Régulièrement, la forêt brûle et les trafiquants de bois et de charbon de bois viennent s'y approvisionner. Les derniers arbres serviront à faire du bois pour les meubles. L'érosion du sol menace et le reboisement devient une nécessité absolue. La population a donc besoin d'un substitut au bois de chauffage. Le méthane du Kivu. La solution est si proche et pourtant si lointaine. Englouti à plus de 300 mètres de profondeur. Le voilà, notre lac Kivu. Ah oui, il est magnifique. Pour moi, c'est l'un des plus beaux au monde, peut-être le plus beau. Le lac Kivu est 5 fois plus grand que le lac de Constance. C'est une mer intérieure qui se confond avec le ciel. Sur la rive nord se trouve le cap Rubona, un éperon rocheux idéal pour l'installation d'une centrale électrique. En 1960, on a construit une petite station pour alimenter en gaz une brasserie des environs. Elle est à l'arrêt depuis quelques années. Les installations vétustes sont inutilisables. La brasserie fonctionne aujourd'hui au fioul. Et l'extraction du gaz dans le lac prend du retard. Nous devons faire face à une configuration unique au monde. La technologie dont nous avons besoin pour extraire le gaz n'existe donc pas encore. Les entreprises doivent l'inventer
Et bien sûr, elle redoute de nombreux obstacles. À Düsseldorf, chez WES, personne n'a la moindre crainte. Albert Buttard et l'ambassadeur du Rwanda sont venus sur place pour discuter des derniers détails du projet. L'étude est bien avancée. Un premier contrat est prêt à être signé. Pour 12 millions de dollars, d'ici 1 an, une station pilote de 10 MW sera opérationnelle. Dans les 5 ans à venir, ses capacités seront accrues jusqu'à 60 MW. Assez pour alimenter la totalité du pays. C'est une affaire conclue pour 20 ans, pas pour une journée. Avec tous les aléas que ça comporte, c'est considérable. Les mois ont passé. Le Rwanda et le Congo ont créé un groupe d'experts internationaux avec à sa tête Klaus Titze. Ils ont pour mission de déterminer la meilleure méthode d'extraction du gaz. Entre-temps, rien ne va plus au Cap Rubona. Dane Associates, un consortium écossais, a commencé la mise en place d'une station pilote. Mais le chantier est interrompu. Les grands tuyaux qui doivent extraire l'eau chargée de gaz n'ont toujours pas servi. Klaus Titze a décelé 5 défauts de fabrication majeurs sur les plans de la station. Et il y a plus grave. Le projet pilote nous a révélé les véritables motivations de Dane Associates. Il n'était pas possible de nous entendre avec eux, car nous avons constaté une mauvaise gestion des fonds qui avaient été injectés directement par notre gouvernement. Nous avons également observé un certain laxisme quant au respect des délais, à tel point que le divorce était inévitable. Une entreprise peu fiable, aux méthodes sujettes à caution. Il y a des brebis galeuses parmi les investisseurs. Klaus Titze a bien du mal à faire accepter ses idées à toutes les parties impliquées. Mon seul objectif, c'est le dégazage total du lac, afin qu'il ne puisse plus être source de danger. La méthode de Klaus Titze a pour objectif de vider les profondeurs du lac de tout gaz et composés toxiques. La couche qui joue le rôle de barrière se déplacera alors vers le bas et le lac sera purifié de la surface vers le fond. La biozone augmentera. Une bénédiction pour les pêcheurs de Kibuye. Kibuye se trouve à 80 km au sud de Gisenyi. Le projet d'extraction du méthane catapultera la bourgade en pleine modernité. Les Américains ont, paraît-il, de grands projets pour la région. On parle d'une gigantesque centrale électrique capable de fournir au pays 2 fois plus d'électricité qu'il n'en a besoin. Rumeur ou réalité? Les pêcheurs du lac Kivu ont du mal à y croire. Mais ils se doutent depuis longtemps qu'un terrible secret sommeille dans les profondeurs. Pour se donner du courage avant de s'aventurer sur le lac, les pêcheurs se livrent à un rituel ancestral. Je suis pêcheur depuis 45 ans. Autrefois, je pêchais des indungu. Aujourd'hui, ce sont des inyangas, des sardines. Pêcher la sardine, c'est beaucoup de travail. Je vois le lac Kivu comme un champ. Un champ dans lequel on travaille, dont on se nourrit. Le lac me nourrit. Je suis né ici et je vieillirai ici. Les génies des eaux exigent d'être amadoués. Il ne faut parler qu'en bien de celui qui nous nourrit. Les esprits eux-mêmes naviguent. On dit que de temps en temps, ils enlèvent des hommes. Les voici seuls dans la nuit, voguant sur une bombe à retardement. Parfois les pêcheurs ont peur. Peur des eaux profondes et de l'Issata,
le grand serpent qui vient y étancher sa soif. Les poissons sont attirés par les lampes. On attend qu'ils soient assez nombreux et 2-3 fois dans la nuit, on remontera les filets. Inutile de songer à dormir. Le vent souffle et il fait trop froid. Et puis il y a ces histoires de remous, d'explosions de gaz qu'on raconte. Ces histoires de trous qui se creusent dans l'eau et qui engloutissent les barques. Il y a 24 ans, au Cameroun, sur le lac Nyos, la légende est devenue réalité. Près de 1800 personnes ont péri. Le lac Nyos est situé sur les flancs d'un volcan. Dans la soirée du 21 août 1986, la population des environs a entendu une puissante détonation. Puis une odeur d'œuf pourri s'est répandue. Les survivants ont parlé d'une épaisse fumée blanche. Que s'est-il passé? Une colère du volcan? L'explosion d'une bombe à neutrons? Les rumeurs vont bon train. Une équipe d'experts internationaux est dépêchée sur place. Klaus Titze se joint à eux. Il a son idée. Des semaines durant, il effectue des mesures au péril de sa vie, car le lac tueur peut de nouveau frapper. Il tient finalement une piste. Il s'agit d'une explosion de gaz libérée à faible profondeur. À l'époque, la théorie est révolutionnaire. Il s'agit de théorie révolutionnaire. Il s'écoulera 10 ans avant qu'elle ne soit admise par la communauté scientifique. L'élément déclencheur de la catastrophe est probablement un glissement de terrain. La chute d'énormes rochers a bouleversé les différentes couches du lac. À une 50aine de mètres de profondeur, le dioxyde de carbone a été libéré, provoquant une réaction en chaîne. Le gaz s'est frayé un chemin à travers les couches du lac, puis a jailli, formant une colonne d'eau et de gaz de 80 mètres de haut, tel un monstrueux geyser. Un nuage mortel, plus lourd que l'air, a alors dévalé la pente jusqu'à la vallée. Cela pourrait-il se produire sur le lac Kivu? Il contient 1000 fois plus de gaz que le lac Nyos. Si ce gaz devait être libéré, il chasserait l'air respirable sur la totalité du bassin lacustre. Et ces rives densément peuplées seraient submergées par les émanations mortelles. Hommes et animaux seraient asphyxiés. Théoriquement, les mêmes événements peuvent se produire ici. La probabilité est plus faible qu'à l'époque sur le lac Nyos, mais elle existe. Et cela peut arriver aussi si l'extraction de l'eau contenant du gaz n'est pas faite correctement. Et cela a bien failli arriver. Le lac Kivu a englouti la plateforme offshore d'une entreprise française et ses 330 mètres de tuyaux d'aspiration. Sabotage ou erreur de calcul? Le lac demeure insoumis. Le temps passe. Les entreprises étrangères arrivent et repartent. WES n'est toujours pas parvenu à ses fins. Et le volcan? Il s'est de nouveau réveillé en 2002. Le 17 janvier, la lave surgit de failles ouvertes au flanc du volcan. Sa composition chimique la rend aussi fluide que l'eau. La coulée de roches en fusion atteint rapidement la ville de Goma, en République démocratique du Congo, avant de se déverser dans le lac Kivu. Mais le lac reste calme. Le lendemain matin, dans les rues de Goma, la population se presse sur la lave encore chaude qui a fait des milliers de sans-abri. La lave a creusé un immense sillon dans la ville. Une station-service a explosé, faisant 50 morts. L'aéroport a été submergé. Goma est en proie au pillage, mais le pire ne s'est pas produit. Depuis, les riverains ont pris possession de ces nouvelles terres. Ils ont eu de la chance dans leur malheur. La lave ne s'est pas enfoncée assez profondément dans le lac pour atteindre les couches de gaz. Un peu plus loin, ceux qui ont fui la guerre vivent sur les champs de lave refroidis. 800 000 personnes ont péri dans le génocide rwandais.
La guerre civile en République démocratique du Congo a fait 5 millions de morts. 50 000 personnes ont succombé à des épidémies et les déplacés se comptent par millions. Goma est la ville des damnés. Les vulcanologues congolais ont pour mission de surveiller la montagne et d'alerter la population si nécessaire. Pierre et Mathieu étudient le Nyiragongo depuis longtemps. Dans la région, certaines zones sont interdites. On a recensé une quarantaine d'endroits où du bétail et des hommes, surtout des enfants, sont morts, fauchés d'un coup. Ils ont été tués par les Mazougou, les vents diaboliques. Des émanations de gaz mortels accumulées dans le sol. Non, il n'y a pas de méthane. Pour le méthane, on a trouvé 0%, tandis que pour le dioxyde de carbone, on a trouvé 17,5%. Bon, c'est un point où on avait toujours 8%, mais ça monte lentement, mais quand même, il y a une progression. Nous avons senti de l'air chaud et une odeur désagréable qui sortait de là. Les gaz se sont accumulés. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le trou et qui est mort. C'est comme ça que nous avons appris que la zone était dangereuse. Les hommes doivent vivre avec le danger. Ils n'ont pas le choix. Mais ils gardent espoir. Les sources chaudes près de Gisenyi montrent un visage plus clément du volcanisme. Klaus Titze est venu prélever des échantillons d'eau et de gaz. Ces analyses précèdent une étude de l'état actuel du lac. Klaus Titze comparera ensuite les résultats avec les données recueillies dans les années 70. On pourra ainsi comprendre la façon dont se comporte le couvercle, la couche qui joue le rôle de barrière, voir si elle monte et à quelle vitesse. Le dioxyde de carbone du lac vient de l'écorce terrestre. Le méthane, lui, est produit par divers micro-organismes que Klaus Titze a prélevés dans les sédiments du lac. Ce sont des archées, des organismes encore mal connus, venus de la nuit des temps, qui colonisent les milieux extrêmes. Dans les profondeurs dépourvues d'oxygène, ce sont eux qui transforment le dioxyde de carbone en méthane. Ce lac fascinant est une merveille de la nature. Mais il peut se changer en redoutable monstre, en allié du volcan. Les hommes éprouvent du respect envers lui. Ils se tiennent toujours sur leur garde. À Düsseldorf, les investisseurs sont hésitants. Le gouvernement rwandais n'a pas encore délivré de permis pour l'extraction du gaz. Pourtant, il a tout approuvé. La technologie, le choix des conseillers, le tarif de l'électricité. L'atmosphère est tendue. Officiellement, l'argent manque. Mais pour Harald Fogge, le problème est ailleurs. Sur beaucoup de points, on a peine à transformer la volonté politique en engagement concret. Monsieur Titze commence à en avoir assez qu'on lui pose toujours les mêmes questions. Pourquoi est-ce qu'il faut investir autant dans ce lac? Est-ce qu'on ne peut pas simplement prendre le gaz? C'est un véritable travail de Sisyphe. Il doit à chaque fois expliquer de nouveau que ce lac ne contient pas seulement du méthane et que ce n'est pas si facile à extraire. Les échanges que nous avons eus au cours de l'année ont été très éprouvants. Pierre et Mathieu gravissent les pentes du volcan pour aller au bord du cratère, à 3500 mètres d'altitude. Au pied du géant, des fontaines de lave jaillissent du sol. Elles peuvent monter jusqu'à 100 mètres de haut. Le temps presse. Il faut régler le problème du lac Kivu. Mathieu, un des vulcanologues, craint lui aussi le pire. Alors nous nous disons qu'un jour peut-être la lave peut sortir à partir, soit en ville, au milieu de la ville, soit encore au lac. C'est possible.
Ce sont des éventualités mais, bon, ou des hypothèses qui ne sont pas démontrées. Mais on suppose que c'est vrai. Et surtout que les lacs, dans les lacs, vous trouvez aussi des cônes volcaniques. Ça montre auparavant, dans les lacs, il y a eu aussi une activité volcanique. Par contre, le méthane, lui, comme il est très explosif, ça va exploser et le dioxyde de carbone va occuper toute l'atmosphère au niveau de la région et ça sera une catastrophe énorme. Donc, les gens vont mourir en cascade. Un ancien cratère rempli par la rivière de lave de 2002. Le volcan continue de respirer. Le cratère sommital mesure 1000 mètres de diamètre. Tout au fond, des masses de magma incandescent bouillonnent. Cette activité inquiète Pierre et Mathieu. Le niveau du lac de lave a nettement monté. Il s'agit d'un des plus vastes au monde. Il est directement relié à la chambre magmatique, située à 15 000 mètres de profondeur. La roche en fusion monte et descend en permanence le long du conduit volcanique. Et depuis plus de 80 ans, le lac de feu libère tous les jours des quantités d'énergie phénoménales et plus de dioxyde de soufre qu'aucun autre volcan au monde. Le Nyiragongo est un lieu envoûtant. Le lac incandescent n'est pas relié aux failles situées sur les flancs du volcan. Aux yeux des scientifiques, il est donc inoffensif. Ce sont ces fissures éruptives qui menacent la ville de Goma et le lac Kivu. Les chercheurs ont établi qu'elles étaient alimentées par le magma provenant directement de l'écorce terrestre. Ils pensent que ces réservoirs se trouvent sous le lac. Le plus inquiétant, c'est que ces failles de sortie se déplacent. Il y a quelque temps, elles se situaient près de cet ancien cratère. Peu à peu, elles se sont rapprochées de l'agglomération. La menace est plus présente que jamais. La prochaine éruption pourrait bien atteindre la ville et le lac Kivu. Des lacs volcaniques se formeraient alors, creusant de gigantesques cratères dans le sol. Les villes de Goma et de Gisenyi seraient rayées de la carte. Qu'adviendrait-il du lac Kivu? 2 ans ont passé. Sur la côte de Gisenyi, rien n'a changé. Mais le PDG de la société WES, Harald Fogge, en a eu assez. Il a jeté l'éponge. Le projet est menacé. Le comité d'experts internationaux se retrouve à l'hôtel Serena pour une discussion à huis clos. Des différences sont apparues. Le groupe semble se scinder en deux. Et la population des rives du lac? Elle ne sait rien de cette lutte pour le pouvoir, de cette course au gaz où chacun semble vouloir s'assurer une place au soleil.
Quand tous ces experts se réunissent, chacun tente de mettre ses propres intérêts et son point de vue en avant. Au lieu de travailler dans le même sens, ils essaient de s'imposer individuellement afin d'obtenir le contrat. On ne sait plus ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il faudrait que les experts se mettent d'accord sur la meilleure solution possible. Quelques mois plus tard, il y a du nouveau à Kaproubona. Le gouvernement rwandais a repris la station abandonnée que gérait la société Dane Associates. Elle va être transformée en régie autonome. Des moteurs allemands spéciaux au biogaz transforment le méthane en électricité. Et là, derrière, on construit la centrale électrique. Il s'agit du premier projet énergétique indépendant rwandais. La première plateforme d'extraction du gaz au monde flotte devant le Kaproubona. Toutes les pièces sont en acier inoxydable. L'installation a coûté 12 millions de dollars. La station pompe en profondeur l'eau riche en gaz et la remonte à la surface à l'aide d'un tuyau de plus de 330 mètres de long. Un séparateur isole le méthane et l'eau débarrassée de son gaz est rejetée à 90 mètres de profondeur. Le méthane est purifié et comprimé avant d'être transporté à terre via un gazoduc. La station pilote fonctionne d'après le principe de Klaus Titze. Mais les 5 défauts de fabrication qu'il avait signalés dès sa conception n'ont pas été corrigés. Résultat, elle manque d'efficacité et ne produit que 4,5 MW, soit la moitié du résultat escompté. Le rejet de l'eau se fait aujourd'hui à une profondeur de 90 mètres. Avec une production de 4,5 MW, il n'y a pas de danger pour le lac. En revanche, si on atteignait les 20 ou 30 MW, ce serait différent. C'est parce que la station n'a pas été conçue ni construite correctement, peste Klaus Titze. Elle renvoie beaucoup trop de méthane et de CO2 avec l'eau rejetée. Quelques mois plus tard à Copenhague, le groupe d'experts prend une nouvelle décision qui met en minorité Klaus Titze, le maître à penser du groupe. Sa méthode est rejetée. Elle a pourtant fait ses preuves et permet depuis 10 ans de réduire au silence le lac Nyos au Cameroun. Faut-il que son cher lac Kivu connaisse un funeste destin ? La décision n'est pas entre ses mains, elle a toujours été politique. Nous sommes tombés d'accord sur le principe de rejeter l'eau à 250-270 mètres de profondeur pour éviter d'altérer la biozone. Nous laissons un peu de côté l'aspect économique pour voir comment les choses vont évoluer. La méthode préconisée par le groupe d'experts va exploiter les couches les unes après les autres. Mais l'eau de rejet va emporter au fond jusqu'au réservoir lui-même la plus grande partie du dioxyde de carbone. Le danger, c'est que le gisement s'amenuise peu à peu. Klaus Titze craint que le risque d'éruption de gaz ne perdure si on rejette trop de dioxyde de carbone dans les profondeurs. Il est amer et déçu. La méthode retenue implique de pomper près de la principale couche couvercle. Il faudra opérer de façon extrêmement prudente. Je crains que ce ne soit pas fait avec suffisamment de précision. Si on ne détermine pas la densité de façon exacte, l'eau ne sera pas renvoyée à la bonne profondeur. La couche de forte densité qui retient le gaz risque de se réduire peu à peu. On ne pourra pas vider le lac de tout son gaz et le danger d'explosion perdurera pendant des siècles. Il existe désormais un risque d'éruption gazeuse causée par l'homme. Pour le prévenir, Klaus Titze préconise de débarrasser le lac de tous les gaz nocifs. Au bout de 50 ans, le lac Kivu serait propre
et tout danger aurait disparu. Il recommande de le nettoyer de haut en bas, afin qu'une nouvelle répartition des couches puisse s'installer. Mais le ministre rwandais de l'énergie a besoin de résultats. Il n'a que faire des théories. Le problème avec toutes ces hypothèses, c'est qu'elles entraînent des discussions sans fin. Avec la station pilote, nous rejetons l'eau à 90 mètres de profondeur. Attendons de voir les résultats. Attendre? Le lac Kivu n'est pas un terrain d'expérimentation. L'enjeu est trop important. Même une fuite minime de gaz pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Il faut totalement dégazer le lac. Que se passera-t-il si dans 20 ou 30 ans, une éruption volcanique libère le dioxyde de carbone qu'il contient? Il y aura 1 à 2 millions de morts, l'équivalent d'une bombe atomique. Il existe un risque d'extermination. La teneur en gaz actuelle fait courir un immense danger à la population. 10% de cette quantité de gaz suffirait à tuer 2 millions de personnes. Je voudrais éliminer ce risque, l'éradiquer complètement. Le conflit s'aggrave. Klaus Titze a reçu une lettre du ministre rwandais de l'énergie. Il lui ordonne sans équivoque de ne plus prendre position contre la méthode choisie, mettant ainsi un terme à leur collaboration. À Kibuye, la rumeur se précise. Les Américains reprennent le projet à zéro. En suivant la méthode qui a eu les faveurs du ministre de l'énergie, ils vont construire une centrale électrique de 100 MW. Une entreprise gigantesque au vu des moyens dont dispose le Rwanda. WES a été dissoute. L'entreprise est insolvable. Toutes ces démarches ont-elles été vaines? Papa Kivu est seul désormais. C'est le destin de ceux qui sont en avance sur leur temps, dit-il. Un jour ou l'autre, on sera obligé d'utiliser ma méthode pour faire descendre la couche couvercle. C'est inévitable. C'est une question de temps. Ils finiront par le reconnaître. Dans 10 ans peut-être, comme pour le lac Nyos. Que va donner l'expérience du lac Kivu? Le trésor sera-t-il extrait? Le lac désamorcé? Le Rwanda va-t-il devenir la Suisse de l'Afrique? La population y trouvera-t-elle son compte? Y aura-t-il une guerre contre le Congo? Une grande catastrophe? Bien des questions restent en suspens autour de ce lac immense et mystérieux. Dans un instant, cap sur Montréal. Dans la capitale québécoise, l'art s'épanouit sur les murs, dans les rues, dans les ateliers, sur scène. Et c'est Emmanuel Gaume qui fait les présentations avec les artistes.